capitale de la République du Sénégal, a abrité du 8 au 10 novembre 2022 le 4e forum des médias sur le VIH. Initié par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, ce forum avait pour thème médias, VIH, genre et droits humains en période de Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon le président du REMAPSEN, Bamba Youssouf, l'organisation de ce forum est une opportunité pour les médias pour mettre à jour leurs connaissances sur le VIH et de relancer la sensibilisation mise en mal depuis l'avènement de la Covid-19. Nous, on est venu interpeller la communauté internationale et nous-mêmes les médias, dire que, attention, il y a danger. C'est d'ailleurs le titre du rapport de l'ONU-SIDA, danger. On a tendance à penser que le sida n'est plus un sujet comme ça l'était par le passé. Les priorités ont changé, alors que le sida, malheureusement, gagne du terrain. Pour organiser ce forum, le REMAPSEN pouvait compter sur l'agence onusienne de lutte contre le sida, en l'occurrence l'ONU-SIDA. La directrice régionale de cette institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Berthilde Kaongaïré, s'est félicitée de l'engagement des médias à s'impliquer dans la lutte contre le sida. Atteindre autant de monde que possible, parce que nous pouvons atteindre certains niveaux, mais pas partout. Alors que travailler avec les journalistes qui, eux, arrivent partout, c'est une excellente initiative. On est en train d'essayer de faire en sorte que les pays aient leur propre financement pour assurer aussi la pérennisation de la réponse au VIH-Sida. Le Sénégal, pays hôte, n'a pas boudé son plaisir à accueillir ce forum qui a réuni une quarantaine de journalistes venus de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida CNLS, Dr Safiatou Thiam, et le directeur général de la santé publique, Dr Ben Abenyeng, ont tour à tour remercié le REMAPSEN et ses partenaires pour le choix porté sur le pays de la Teranga. Si aujourd'hui, ce sont tous les journalistes d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se retrouvent ici au Sénégal pour parler de santé en général, mais pour parler du VIH en particulier, nous ne pouvons que nous en réjouir et nous ne doutons pas que les résultats, que les conclusions de ce 4e forum vont booster, vont relancer la lutte contre le VIH-Sida en Afrique. Au niveau national, Dr Kouro Bousso, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a partagé l'expérience du Sénégal en matière de lutte contre le sida. Je pense que notre épidémiologie est assez caractéristique. Elle est de type concentré, c'est-à-dire dans la population générale, les taux de prévalence sont faibles et elles sont beaucoup plus élevées chez les groupes les plus à risque. Et il est vrai qu'on a une féminisation de l'épidémie. Le Sénégal est également concerné. On a plus de femmes qui sont infectées par le VIH que les hommes. Dans le domaine de la prévention du VIH, un accent a été mis au cours de ce forum sur la prophylaxie pré-exposition, en abrégé PrEP. Monsieur Couton de l'ONU-SIDA a expliqué aux journalistes que la PrEP est une méthode de prévention du VIH qui consiste en une prise de médicaments en cas d'exposition récente ou à venir au VIH. Toujours concernant le dépistage du VIH, M. Philippe Ndiaboué a planché sur les enjeux du dépistage communautaire. Dans son intervention, l'on peut noter le besoin d'augmenter le nombre de prestataires formés à l'administration des tests rapides. Alors, si on augmente l'accès aux soins, ça veut dire aussi qu'on réduit les perdus de vue. On sait bien que les perdus de vue actuellement, c'est une question qui est très épineuse, surtout au niveau communautaire. Ça a beaucoup d'indices de fait. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de stigmatisation parmi les populations clés et beaucoup n'arrivent pas à contenir ou bien rester dans les soins. Alors, si on ne parvient toujours pas à pouvoir avoir ces populations clés, on va avec une autre stratégie qui est de combiner avec d'autres dépistages d'IST. Quant au traitement ARV, la prestation des services différenciés en matière de prise en charge du VIH, PSD, a aussi fait l'objet d'une communication par le docteur Kourou Bousso de la division de lutte contre le sida et des IST au Sénégal. L'objectif de la PSD consiste à améliorer la qualité des soins administrés aux patients, de même que la suppression de la charge virale et augmenter le nombre de patients sous ARV.
Dans la prestation de services différenciés, on parle de clients. Le client, c'est le grand chapeau. Ensuite, on a des patients. Et dans les patients, on a des malades. Suppression de charge virale ne veut pas dire être guéri. Non, le virus est toujours dans le sang. Seulement, il est tellement... on dit moins de 50 copies par millilitre. On a moins de 50 virus dans le sang par millilitre de sang. Dans le cadre de la prise en charge pédiatrique du VIH, Mme Mireille Tribier, du bureau régional de l'UNICEF, a entretenu les journalistes membres du REMAPSEN sur la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon l'UNICEF, les deux sous-régions enregistrent les taux d'infection infantile les plus élevés dans le domaine du VIH. La femme enceinte qui est positive, elle doit connaître son statut pour commencer à prendre le médicament qui va assurer qu'elle ne transmette pas ce virus à son nouveau-né. Où sont ces femmes? Est-ce qu'on les trouve? Ces femmes rentrent, viennent dans les centres de santé. Est-ce qu'elles sont testées pour le VIH? Cette femme, elle a déjà eu un enfant dans la communauté. Elle est retournée sans ne même pas venir au centre de santé. Elle est retournée pour vacciner son enfant. Est-ce qu'il y a une prise en charge avec des questions adéquates pour les prestataires pour faire une évaluation, avoir peut-être ce serait important de tester maman et enfant. La seconde communication sur le VIH pédiatrique a été faite par M. Gérès Aounion, directeur exécutif du réseau EVA, présent dans 13 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon son directeur exécutif, le réseau EVA fait de la prise en charge globale du VIH pédiatrique. La PTME, c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Transmission de la mère à l'enfant, c'est la contamination du fœtus ou de l'enfant par une mère. Et en Afrique, globalement, c'est le deuxième moyen de transmission du virus. Donc, la prévention comporte tout ce qu'on va mettre en place pour éviter que l'enfant n'ait le virus. Retenez ça en termes simples. Donc, vous allez également entendre parler de l'ETME. L'ETME, c'est l'élimination de la transmission mère-enfant. Et ça va de pair avec tout ce qu'on va mettre comme prévention. Comment cette contamination de la mère se fait? La contamination de la mère peut se faire à 3 étapes. Première étape, c'est pendant la grossesse. Donc, pendant le dernier trimestre, la grossesse va durer 9 mois. Donc, le dernier trimestre, c'est les 3 derniers mois. Il y aura ce qu'on va appeler, en termes simples, la barrière placentaire va plus laisser passer le virus. Donc, la maman ne protège plus tellement l'enfant si elle ne prend pas ses médicaments. Donc, facilement, le fœtus sera infecté durant cette période si la maman n'est pas bien traitée. Deuxièmement, pendant l'accouchement en lui-même. Pendant l'accouchement, qu'est-ce qui se produit? Si l'accouchement n'est pas médicalisé, le médecin et les sages-femmes sont formés pour faire des accouchements chez des femmes enceintes sans risque. Mais si l'accouchement n'est pas médicalisé, facilement, on peut avoir un risque élevé d'infection. Mais également, si la femme n'était pas sous traitement, c'est pourquoi l'importance de la PTME. Et la dernière partie, c'est pendant l'allaitement. Alors, hier, quelqu'un a parlé de l'allaitement exclusif. Pourquoi l'enfant s'infecte pendant l'allaitement? C'est que lorsque vous donnez du lait, le lait artificiel à un enfant, ça va irriter la muqueuse de l'enfant, créer des micro-lésions et faire passer le virus. Donc chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, ce qu'on recommande, c'est l'allaitement exclusif. Mais l'allaitement exclusif aussi a des risques. Si par exemple sur le téton de la mère, il y a de micro-lésions, il y a de petites blessures, ça peut laisser passer le virus. Donc il y a toute une certaine condition qui doit suivre. Mais une maman qui prend correctement ses médicaments, le virus ne sera pas transmis à l'enfant. D'où toujours l'importance de prendre ces médicaments. Intervenant au nom de l'Alliance nationale des communautés pour la santé, ANCS, Mme Magat Mbodj, directrice exécutive de cette institution, a communiqué sur l'engagement communautaire dans la lutte contre le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la lutte contre le sida, la société civile a été un acteur déterminant. Vous conviendrez avec moi que très tôt, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, lorsqu'il s'est agi de parler du VIH, très tôt, les chercheurs déjà ont eu à voir les premiers cas, mais très tôt également, les sociétés se sont mobilisées. Funding, c'est-à-dire lorsque le Fonds mondial est venu et a voulu mettre des financements dans les pays, ils ont exigé
que le financement soit un financement à double voie. C'est-à-dire que le secteur public pouvait prendre les ressources, mais la société civile pouvait directement aussi avoir des ressources pour mettre en œuvre son programme au niveau des communautés. Les résultats du groupe de travail OMS-ONU-SIDA du 27 au 29 octobre 2009 rapportent que les femmes vivant avec le VIH sont plus nombreuses à avoir subi des violences. Une situation qui a conduit l'ONU-SIDA à communiquer sur le lien entre les VBG et le VIH au cours de ce forum. C'est Mme Chanel Meledge qui a entretenu les 40 journalistes venus de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La violence basée sur le genre découle des relations inégales de pouvoir entre un homme et une femme. Et ça, c'est très important, cette phrase. Elle est dirigée contre une femme du fait qu'elle est une femme ou elle touche les femmes de manière disproportionnée. Effectivement, les VBG touchent principalement les femmes. Les femmes ayant été victimes de violences sont davantage susceptibles d'être infectées par le VIH. Les cas de violence empêchent les femmes de refuser un rapport sexuel, de faire en sorte que leur partenaire soit fidèle ou d'exiger l'usage du préservatif. Au cours de ce forum, l'on a eu plusieurs autres communications faites par des experts, notamment le Dr Mamadou Sakho et Mme Hélène Badini du bureau régional de l'ONU-SIDA, Mme Nguissali Turpin de Enda Santé et de plusieurs autres experts issus des organisations de la société civile africaine. Les 3,95 que vous avez vus chez les enfants à cette date, en 2021, sont décriés partout dans le monde. Les enfants sont les plus mal lotis en termes de taux de couverture d'antirétroviraux. Ceux qui sont accès aux tests sont estimés à 35%. Ceux qui sont estimés avoir accès, parmi ceux qui ont déjà le test, aux antirétroviraux sont 35%. Et ceux qui sont en mesure de réduire une charge virale dans leur sang sont à 27%. Ça veut dire quoi? Comparé aux adultes en face, les enfants sont mal lotis parce que simplement, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de diagnostic, il n'y a pas assez de couverture antirétrovirale. Le système de santé en est la cause. Pour passer maintenant à la société civile et plus spécifiquement aux organisations de la société civile, nous avons voulu refléter le travail qu'elles ont réalisé en réponse à la COVID-19. Et pour ce faire, nous avons réalisé un sondage effectué auprès de 92 organisations de la société civile à travers une étude réalisée en 2021 qui a couvert 19 pays. Je vais donc vous présenter quelques résultats issus de ce travail. C'est véritablement l'occasion ici de mettre l'accent sur les difficultés que les organisations de la société civile ont rencontrées, mais également sur les stratégies qu'elles ont développées pour y faire face. Globalement, à l'échelle de ces différents pays, on a pu noter la prompte capacité des OSC à réagir et à s'organiser, ce qui témoigne à plus d'un titre de la forte capacité de résilience et de la grande flexibilité des organisations de la société civile. On va démarrer donc avec les impacts majeurs perçus par les organisations de la société civile au début de l'année 2021. Il s'agissait de préciser certaines craintes liées à leur capacité de suivre les personnes sous traitement. Pourquoi? Parce que les organisations de la société civile ne bénéficiaient souvent pas d'autorisation spéciale de circulation leur permettant de faire le suivi de ces personnes. Elles ont également soulevé des préoccupations en lien avec les recherches de perdus de vue. Recherches de perdus de vue, je le rappelle, ce sont ces personnes qui vivent avec le VIH et qui, pour une raison ou pour une autre, ne viennent plus au niveau des structures de santé pour bénéficier de leur traitement. Comment assurer la recherche de perdus de vue quand on considère que nous sommes dans un contexte de restriction de mobilité, mais également de confinement? L'approvisionnement en médicaments, en préservatifs, mais également en lubrifiants. Si l'on sait que dans nos contextes, on est dans des situations où on peut difficilement se déplacer, comment est-ce qu'on peut assurer que effectivement les produits essentiels auxquels les populations auxquelles nous répondons dans la réponse au VIH pourront avoir accès? Et enfin, la question des services de traitement. Je le disais tout à l'heure, la majorité des services VIH et TB ont été transformés en des services COVID-19. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des personnes sous traitement avaient peur de se rendre au niveau de ces structures. Pas seulement les personnes sous traitement,
Mais l'ensemble de la communauté avait peur. Pourquoi? Parce qu'elle craignait d'être infectée par la COVID-19 au niveau des structures de santé. Un panel composé de journalistes du REMAPSEN et de Madame Sarah Sako de la chaîne de télévision France 24 a permis aux participants de partager leurs expériences personnelles en matière de traitement de l'information en période d'urgence sanitaire. Signalons que ce 4e forum sur le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre a bénéficié de l'appui technique et financier du Bureau régional de l'ONU-SIDA et d'autres institutions nationales au Sénégal, dont le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le CNLS, l'ANCS et Inda Santé. Fumu yendu mayendu